Au cœur du blizzard qui condamnait ma fille à la famine, un son brisa l'impossible silence. 3 coups à ma porte. Qui pouvait bien frapper quand le monde entier nous avait abandonnés? Le cri de Lily était la seule chose qui brisait le silence assourdissant de la plaine balayée par le blizzard. Un cri perçant, déchirant, qui me transperçait le cœur comme une lame de glace à chaque fois. Cela faisait des heures que ma fille, mon tout petit bout de femme de 3 semaines, hurlait sa faim au visage d'un monde qui semblait avoir décidé de nous anéantir. Dehors, la neige tombait en tourbillons si denses qu'on ne voyait pas à 2 mètres. Le vent hurlait comme une meute de loups affamés, s'acharnant sur les vieilles planches de ma ferme, faisant grincer les poutres et vibrer les fenêtres. Nous étions coupés du monde, complètement. La dernière boîte de lait en poudre était vide depuis hier soir. Je l'avais secouée une centaine de fois, espérant qu'une cuillère magique se matérialise au fond, un miracle tombé du ciel. Rien, juste le son creux du métal vide, un écho à mon propre désespoir. J'avais essayé de lui donner de l'eau tiède avec une minuscule pincée de sucre, une vieille recette de ma grand-mère pour calmer les nourrissons. Elle l'avait recraché avec une vague de pleurs encore plus intense, comme si je l'avais trahi. Et c'est ce que je ressentais, une trahison. Je marchais de long en large dans la pièce principale, Lily blottie contre mon torse. Sa petite tête reposait dans le creux de mon épaule, son corps tremblant de soubresauts. Mes mains de fermier, larges et cailleuses, habituées à manier des outils, à réparer des clôtures et à guider le bétail, semblaient si maladroites, si inutiles pour apaiser cette si petite chose. Je sentais ses larmes mouiller mon t-shirt, des petites gouttes chaudes qui me brûlaient la peau. Je lui avais promis à Élise. Sur son lit d'hôpital, alors qu'elle s'éteignait après lui avoir donné la vie, je lui avais murmuré à l'oreille, ma voix brisée par le chagrin, « Je te promets que je prendrai soin d'elle. Elle ne manquera de rien. » Quelle blague, quelle terrible, cruelle blague. Je regardais son portrait posé sur la cheminée. Son sourire illuminait la photo, ses yeux pétillaient de cette joie de vivre qui m'avait fait tomber amoureux d'elle. « Je suis désolé, mon amour, murmurai-je. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi faire. » Les lignes téléphoniques étaient coupées depuis le début de la tempête, il y a 2 jours. Mon pick-up était enseveli sous près d'1 mètre de neige, et même si j'arrivais à le déterrer, la route menant à la ville, à 40 km de là, était impraticable. Personne ne viendrait, personne ne savait. J'étais seul. Un homme au milieu de nulle part, avec un bébé affamé et le fantôme de sa femme pour seule compagnie. Les pleurs de Lily commencèrent à faiblir, se transformant en gémissements plaintifs, épuisés. C'était pire encore. Le silence qui s'installait entre chaque plainte était plus terrifiant que ses cris les plus forts. C'était le son de l'abandon, le son d'un petit corps qui n'avait plus la force de se battre. La panique, froide et visqueuse, commença à m'enserrer la gorge. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi. Je me dirigeais vers la cuisine, Lily toujours dans mes bras, comme si c'était la dernière chose solide dans cet univers qui s'effondrait. J'ouvris le garde-manger une nouvelle fois, le cœur battant à tout rompre, priant pour un miracle. Des conserves de haricots, des sacs de farine, des pâtes, rien qu'un homme seul pourrait manger pendant des semaines, rien pour un nouveau-né. Je refermai la porte avec un grognement de frustration, faisant sursauter la petite. Ses gémissements reprirent, faibles et pitiables. C'est à ce moment-là que je l'entendis. Au début, je crus que c'était le vent, une branche d'arbre cognant contre le mur. Mais le son était trop régulier, trop intentionnel. Toc, toc, toc. Je me figeai sur place. Mon sang se glaça dans mes veines. Qui pouvait bien frapper à ma porte en pleine tempête apocalyptique? Mes plus proches voisins étaient à des kilomètres. Aucun véhicule ne pouvait circuler. C'était impossible. L'idée folle qu'un ours ou un autre animal sauvage tentait de s'abriter me traversa l'esprit. Mais le son était net, c'était une main humaine. Lily s'était tue, comme si elle sentait aussi cette présence étrange. Le silence soudain était presque aussi effrayant que le bruit des coups. Mon instinct de protection prit le dessus. Je déposai doucement Lily dans son berceau près de la cheminée, attrapant au passage le tisonnier en fer forgé. Il était lourd et froid dans ma main. Lentement, à pas de loup, je me dirigeais vers la porte d'entrée. Le vent gémissait à l'extérieur, mais à travers le vacarme, je l'entendis de nouveau. Toc, toc, toc. Plus insistant cette fois, plus urgent. Mon cœur cognait contre mes côtes. Je retins mon souffle et regardai par le judas.
L'œil de verre était presque entièrement recouvert de givre et de neige fondue. Je ne voyais qu'une silhouette floue, sombre, se découpant à peine dans le tourbillon blanc. Une forme humaine, sans aucun doute. « Qui est là » criai-je, ma voix plus rauque que je l'aurais voulu. Pas de réponse, juste le hurlement du vent. Et puis, une voix de femme, si faible qu'elle fut presque emportée par la tempête. « S'il vous plaît, ouvrez !» Une femme, seule, ici, c'était de la folie. Était-ce un piège? Étais-je en train de devenir fou, d'halluciner à cause du manque de sommeil et de l'angoisse? Le tisonnier semblait bien peu de choses soudain. Mais derrière moi, j'entendis un nouveau petit gémissement de Lily. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un mourir sur mon seuil, mais je ne pouvais pas non plus mettre ma fille en danger. Prenant une profonde inspiration, je déverrouillai la porte. Je l'entr'ouvris de quelques centimètres, la chaîne de sécurité toujours en place, prêt à la refermer violemment. Une bourrasque de vent glacial et de neige s'engouffra à l'intérieur, faisant danser la flamme dans la cheminée. Et dans l'entrebâillement, je la vis. C'était une femme, peut-être de mon âge. Ses cheveux sombres étaient plaqués sur son visage par la neige fondue, des mèches collées à ses joues pâles et ses lèvres bleues. Elle portait un simple manteau de laine, trempé et totalement inadapté à une telle tempête. Elle ne portait ni gants ni bonnet. Elle tremblait de tout son corps, pas seulement de froid, mais d'une sorte de frénésie contenue. Mais ce n'était pas ça qui me frappa, c'était son regard. Ses yeux, d'un bleu profond, ne me regardaient pas. Ils étaient fixés sur un point derrière moi, à l'intérieur de la maison. Ils étaient rivés sur le berceau de Lily. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je, la méfiance luttant contre la pitié. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle frissonna, et son regard ne quitta pas ma fille. Une expression de douleur intense, presque insoutenable, traversa son visage. Puis, elle parla, et ses mots me glacèrent plus encore que le vent de l'hiver. « Elle a faim », dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Sa voix était douce, mais chargée d'une certitude qui défiait toute logique. Comment pouvait-elle savoir? Comment diable pouvait-elle savoir? Ma prise se resserra sur le tisonnier. Comment? Elle m'interrompit, faisant un pas en avant, se heurtant presque à la porte. Ses yeux suppliants se tournèrent enfin vers moi. Ils étaient pleins de larmes. « S'il vous plaît, répéta-t-elle, la voix brisée, laissez-moi entrer, je peux l'aider, je peux la nourrir. » Mon cerveau criait danger, un piège, une folle échappée d'un asile. N'importe quoi de rationnel, de sensé, me hurlait de refermer la porte, de la barricader et de prier pour que le jour se lève. Mais mon cœur, lui, entendait autre chose. Il entendait les gémissements de ma fille qui s'amenuisaient, le son de sa vie qui s'étiolait. Et dans la voix de cette femme, malgré le désespoir, il y avait une promesse. La seule promesse d'espoir que j'avais entendue depuis 48 heures. « Je ne peux pas, dis-je, mais ma voix était faible, incertaine. Le tisonnier me semblait soudain ridicule dans ma main. « S'il vous plaît, insista-t-elle, et une larme gelée roula sur sa joue. Je vous en supplie, l'entendez-vous, elle n'a presque plus de force. » Elle avait raison. Le dernier gémissement de Lily avait été à peine audible, un souffle fragile. La terreur pure, primale, m'envahit. La terreur d'un père sur le point de perdre son enfant. C'était plus fort que la méfiance, plus fort que la peur de l'inconnu. Je reculai d'un pas, le tisonnier toujours pointé vers elle, et je retirai la chaîne de sécurité. Le cliquetis métallique résonna dans le silence tendu. La porte s'ouvrit en grand, et elle trébucha à l'intérieur, amenant avec elle une vague d'air polaire et une poignée de neige qui fondit instantanément sur le plancher. Elle se laissa presque tomber à genoux, mais se rattrapa sur le cadre de la porte, le souffle court. Je la refermai aussitôt, tournant la clé dans la serrure. Le son du vent redevint un murmure lointain. Nous étions de nouveau enfermés, mais cette fois, nous n'étions plus seuls. Elle resta un instant immobile, le dos contre la porte, le temps de reprendre ses esprits. L'eau de ses cheveux et de son manteau formait une petite flaque à ses pieds. Elle ne semblait même pas sentir le froid qui la faisait trembler de façon incontrôlable. Ses yeux, d'un bleu délavé par l'épuisement, étaient toujours fixés sur le berceau. Elle ressemblait à une naufragée qui venait d'apercevoir la terre ferme. « Comment saviez-vous » demandai-je, ma voix un grondement sourd. « Comment saviez-vous qu'elle avait faim ?» Elle secoua la tête, comme pour chasser une pensée douloureuse. « Je l'ai entendu, en passant. »« En passant » répétai-je, incrédule. « On est au milieu de nulle part. La route est bloquée à des kilomètres. Personne ne passe par ici, surtout par ce temps. »
Ma voiture, elle est tombée en panne, un peu plus bas sur la route, balbutia-t-elle. Je marche depuis des heures. J'ai vu votre lumière, la seule lumière à des kilomètres à la ronde. Et puis, j'ai entendu un bébé pleurer. Son histoire était pleine de trous, elle ne tenait pas debout. Marcher des heures dans ce blizzard, elle serait morte de froid. Et pourtant, elle était là, vivante, et Lily commençait à pleurer de nouveau, un cri faible, étranglé, qui me déchira l'âme. L'inconnu fit un pas vers le berceau. Je levai le tisonnier. « N'approche pas. » Elle leva les mains en signe de paix, les paumes ouvertes. « Je ne lui ferai aucun mal, je vous le jure. Laissez-moi juste vous expliquer. » Son regard suppliant était si intense, si chargé de douleur, qu'il me désarma un peu. Je hochai la tête, mais ne baissai pas ma garde. Lentement, elle commença à déboutonner son manteau trempé. Ses doigts étaient si gourdes qu'elle avait du mal. Sous le manteau, elle portait un simple pull de laine, lui aussi humide. Mais ce qui attira mon attention, c'est la tache sombre et humide qui s'élargissait sur le côté gauche de son pull. Elle vit mon regard. Une expression de profonde tristesse voila ses traits. « C'est pour ça que je sais qu'elle a faim, murmura-t-elle, parce que je ressens la même chose, une faim différente. » Elle déboutonna les premiers boutons de son pull, révélant la chemise en dessous, elle aussi marquée par la même tache. « J'ai eu un bébé, dit-elle, la voix brisée. Il y a 1 mois, un petit garçon. » Elle marqua une pause, avalant difficilement sa salive. La douleur dans sa voix était si palpable qu'elle semblait remplir la pièce. « Il n'a pas survécu. » Mon cœur se serra. La colère et la suspicion laissèrent place à une vague de compassion inattendue. Perdre un enfant, je ne pouvais même pas imaginer. C'était l'écho de ma propre perte, celle d'Élise, mais infiniment plus cruelle encore. « Je suis désolé, murmurai-je, abaissant légèrement le tisonnier. Elle hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Mon corps, il ne le sait pas encore, continua-t-elle, sa main se posant sur sa poitrine. Il continue de produire pour lui. Ça fait mal, c'est une douleur constante, un rappel de ce que j'ai perdu. Quand j'ai entendu votre fille pleurer, c'était comme un appel. Je sais que ça semble fou, mais... » Elle laissa sa phrase en suspens. Je comprenais, mon Dieu, je comprenais. Le puzzle insensé commençait à prendre forme. Une mère endeuillée, le corps encore prêt à nourrir un enfant qui n'était plus là, errant dans une tempête et tombant sur un père désespéré dont l'enfant mourait de faim. C'était trop improbable pour être une coïncidence. C'était soit un miracle, soit une sorte de blague cosmique et cruelle. Les pleurs de Lily cessèrent de nouveau, remplacés par ce silence angoissant. C'était maintenant ou jamais. Je devais choisir entre la prudence et la vie de ma fille. Et en regardant le visage de cette femme, dévastée par le chagrin, mais illuminée par une lueur d'espoir presque folle, je savais qu'il n'y avait pas vraiment de choix. Je déposai le tisonnier contre la cheminée. Le bruit du métal contre la pierre fut le son de ma reddition. « D'accord, dis-je, d'accord. » Un soulagement immense se peigna sur son visage. Sans un mot de plus, elle s'approcha du fauteuil à bascule près du feu, celui où Élise avait prévu de passer tant d'heures. Je pris délicatement Lily dans son berceau. Elle était si légère, si fragile. Ses yeux étaient fermés, son petit visage était pâle. Je la tendis à l'inconnu. Le moment où leurs corps se touchèrent fut électrique. La femme la prit dans ses bras avec une aisance, une tendresse maternelle qui me fit mal. Elle la berça doucement, lui murmurant des mots apaisants. Puis, avec une pudeur qui contrastait avec l'urgence de la situation, elle se détourna légèrement, ajusta ses vêtements et guida la petite bouche affamée de Lily. Il y eut un instant de silence. Et puis, le son le plus merveilleux que j'ai jamais entendu. Le son de ma fille buvant, de petites déglutitions avides et régulières. Je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber, les jambes flageolantes. Une vague de soulagement si puissante me submergea que j'en eus le souffle coupé. Des larmes que je ne savais même pas retenir se mirent à couler sur mes joues. Je restai là, à les regarder, pendant ce qui me sembla une éternité. La femme berçait doucement Lily, le regard perdu dans les flammes, une expression de paix et de tristesse mêlée sur le visage. La tempête pouvait bien faire rage dehors. Ici, dans cette bulle de chaleur et de silence, la vie avait repris ses droits. Quand Lily fut rassasiée, elle s'endormit, un petit filet de lait au coin des lèvres. La femme la garda contre elle encore un moment, le visage enfoui dans les quelques cheveux de ma fille, respirant son odeur. Elle me la rendit ensuite avec une infinie précaution, comme si elle me confiait le trésor le plus précieux du monde. Je la recouchai dans son berceau.
Elle dormait profondément, sa respiration enfin calme et régulière. Je me tournai vers l'inconnue. Elle était recroquevillée dans le fauteuil, grelottant de nouveau maintenant que l'adrénaline était retombée. Je pris la vieille couverture en patchwork sur le canapé et la posa sur ses épaules. « Merci, dis-je, ma voix étranglée par l'émotion. Je ne sais pas comment, vous lui avez sauvé la vie. Je m'appelle Marc. »« Sarah, » répondit-elle, sa voix à peine un murmure. Je lui préparai un thé chaud et sucré. Elle le but à petites gorgées, ses mains tremblantes autour de la tasse. Le silence s'installa entre nous, non plus un silence de méfiance, mais un silence de pudeur, de respect partagé pour nos douleurs respectives. Maintenant que la crise était passée, les questions revenaient, mais elles semblaient moins urgentes. Elles semblaient lire dans mes pensées. « Je sais que mon histoire est difficile à croire, » dit-elle en regardant la tasse. « La voiture a vraiment dérapé dans un fossé. Je ne sais pas comment je suis arrivé jusqu'ici. C'est comme si une force me guidait. » Je hochai la tête, ne sachant que répondre. Je voulais la croire, j'avais besoin de la croire. Alors qu'elle reposait sa tasse sur la petite table à côté d'elle, la manche de son pull humide remonta légèrement sur son avant-bras. Et c'est là que je le vis. Mon sang se transforma en glace. Le thé que je venais de boire me remonta dans la gorge avec un goût amer. Enroulé autour de son poignet frêle, il y avait un bracelet. Un fin bracelet en argent, avec un unique pendentif. Un petit colibri, délicatement ciselé. Il n'y avait aucun doute possible, c'était impossible. C'était le bracelet que j'avais offert à Élise pour notre premier anniversaire de mariage. Je l'avais choisi moi-même. Je l'avais glissé à son poignet dans cette même pièce. Elle ne l'enlevait jamais. Il était avec elle à l'hôpital. Il aurait dû être avec elle au crématorium. Le monde s'est mis à basculer. La chaleur réconfortante de la pièce s'est dissipée, remplacée par un froid qui n'avait rien à voir avec la tempête dehors. C'était un froid intérieur, celui de la stupeur et de l'incompréhension totale. Le colibri, ce petit oiseau d'argent suspendu au poignet de cette étrangère, semblait me narguer. Chaque détail gravé, chaque courbe de ces minuscules était imprimé dans ma mémoire. C'était le bijou d'Élise, le sien. Ma première pensée fut absurde, irrationnelle, une hallucination. J'étais épuisé, en deuil, au bord de la rupture. Mon esprit me jouait des tours. Je clignai des yeux plusieurs fois, espérant que l'image se dissipe, qu'elle redevienne un simple bracelet anodin. Mais non, le colibri était toujours là, brillant faiblement à la lueur du feu. Ma deuxième pensée fut bien plus sombre. Vol. Avait-elle profané la tombe de ma femme? L'idée était si monstrueuse qu'elle me donnait la nausée. Mais le crématorium, on m'avait assuré que tous ses effets personnels me seraient rendus. On m'avait remis sa bague de fiançailles, sa montre, mais pas le bracelet. Dans le brouillard de mon chagrin, j'avais supposé qu'il avait été perdu, ou peut-être qu'il avait été incinéré avec elle. Un dernier cadeau que je lui laissais. Sarah, sentant sans doute mon regard insistant, baissa les yeux vers son poignet. Elle suivit ma ligne de mire jusqu'au bracelet et son expression se figea. Elle le toucha instinctivement de l'autre main, comme pour le protéger. « C'est un joli bracelet, » dit-elle, sa voix soudainement tendue. Je ne répondis pas. Je me levai lentement, le cœur battant à un rythme effréné. Je fis le tour de la table basse, m'approchant d'elle. Elle se recroquevilla un peu plus dans le fauteuil, la couverture serrait contre elle, son visage passant de l'épuisement à l'inquiétude. « Où avez-vous eu ça ?» demandai-je, ma voix un murmure menaçant. Toute la gratitude, toute la compassion que j'avais ressentie pour elle s'évaporait, remplacée par une suspicion glaciaire. Elle déglutit, son regard fuyant. « C'est un cadeau. »« Un cadeau de qui ?» insistai-je, me penchant vers elle. L'odeur de la neige et de l'humidité qui émanait d'elle me semblait soudain suspecte, l'odeur d'un mensonge. « Je ne me souviens pas très bien, balbutia-t-elle. Ma mémoire est floue depuis l'accident. » « Quel accident ?» l'appressai-je. « La voiture dans le fossé ou l'accident qui vous a permis de mettre la main sur le bracelet de ma femme décédée ?» Les mots étaient sortis, brutaux, accusateurs. Son visage se décomposa. Elle me regarda, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte dans un mélange de choc et de peur. « Votre femme ?» répéta-t-elle, comme si le mot n'avait aucun sens. « Élise » dis-je, le nom me brûlant les lèvres. C'était son bracelet. Je le lui ai offert. Elle ne l'a jamais quitté. Il était à son poignet quand elle est morte il y a 3 semaines. Alors je vous le demande une dernière fois, où l'avez-vous vu? Les larmes se remirent à couler sur ses joues, mais cette fois, elles ne m'inspiraient aucune pitié.
C'étaient peut-être des larmes de culpabilité. Elle secouait la tête frénétiquement. Non, non, vous faites erreur, c'est impossible. Ce bracelet, je l'ai toujours eu, il est à moi. Menteuse, criai-je, la colère prenant le dessus sur toute rationalité. J'attrapai son poignet. Elle eut un hoquet de surprise et tenta de se dégager, mais ma poigne de fermier était trop forte. Je rapprochai sa main de mon visage, examinant le bijou de près. Il n'y avait aucun doute. Sur le fermoir minuscule, presque invisible à l'œil nu, il y avait nos initiales gravées, M et E. Le bijoutier m'avait dit que c'était presque impossible à faire sur une pièce si petite, mais j'avais insisté. Je lâchai son bras comme si je venais de toucher un serpent. Elle le ramena contre sa poitrine, le massant, le souffle court. « Qui êtes-vous » sifflai-je. « Qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? La panne de voiture, votre arrivée providentielle, tout ça, c'est des mensonges. » « Non, je vous jure, pleura-t-elle. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne connais pas votre femme. Je ne vous connais pas. J'ai juste entendu le bébé. » Lily s'agita dans son sommeil, émettant un petit bruit. Le son de ma fille me ramena un peu à la raison. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le chaos dans ma tête. Cette femme venait de sauver ma fille. Je ne pouvais pas l'oublier. Mais elle portait le bracelet d'Élise. Ces deux vérités coexistaient et c'était insupportable. Je reculai, passant une main tremblante dans mes cheveux. « Sortez. »« Quoi? » dit-elle, la voix brisée. « Dehors! Mais la tempête! Je vais mourir! » « C'est ce qui aurait dû vous arriver si vous n'aviez pas menti pour entrer chez moi, » rétorquai-je froidement, même si une partie de moi hurlait contre ma propre cruauté. « Mais je n'ai pas menti, » s'écria-t-elle, se levant du fauteuil. La couverture tomba au sol. « Je vous ai dit la vérité, j'ai perdu mon bébé, mon corps me fait souffrir, et j'ai entendu votre fille, c'est tout ce que je sais. » Son désespoir semblait si authentique, mais le bracelet était un fait, un objet tangible qui contredisait tout. Le bracelet, Sarah. Expliquez-moi le bracelet. Elle fixa l'objet à son poignet comme si elle le voyait pour la première fois. Une confusion profonde se lisait sur son visage. Elle ferma les yeux, se concentrant. Je me souviens de froid, de lumière vive et de douleur, beaucoup de douleur. Et puis, plus rien. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. On m'a dit que j'avais eu un accident de voiture, que mon bébé était mort. On m'a dit que j'appelais Sarah. C'est tout ce dont je me souviens. Amnésie, c'était donc ça son histoire. C'était pratique, trop pratique. Et ce bracelet était à votre poignet quand vous vous êtes réveillé. Oui, répondit-elle, c'était la seule chose que j'avais, la seule chose qui me semblait familière. Une nouvelle pièce du puzzle venait de tomber, mais elle ne s'emboîtait avec rien. Elle rendait l'image encore plus confuse, plus impossible. Je marchais de long en large, essayant de donner un sens à tout cela. Un accident de voiture. Élise était morte après l'accouchement d'une complication, rien à voir avec un accident. « Quel hôpital? » demandai-je. « Saint-Jude, à la ville, » répondit-elle sans hésiter. Le même hôpital où Élise avait accouché et où elle était morte. Mon sang se glaça une nouvelle fois. Les coïncidences s'empilaient, formant une montagne si haute qu'elle défiait les lois de la probabilité. « Vous n'avez aucune famille, aucun ami qui est venu vous voir? » Elle secoua la tête tristement. « Personne. Les infirmières ont dit que j'étais seule dans la voiture. Pas de papier d'identité sur moi. Ils ont trouvé le nom Sarah sur une étiquette à l'intérieur de mon manteau. Ils ont supposé que c'était le mien. » Je la regardais, la scrutant. Ses cheveux sombres, ses yeux bleus. Elle ne ressemblait en rien à Élise. Élise était blonde, les yeux verts. Et pourtant, il y avait quelque chose. Une familiarité dans sa façon de se tenir, dans l'intonation de sa voix quand elle parlait de douleur. Étais-je en train de projeter mon propre deuil sur elle? Je devais savoir, je devais être sûr. Mon esprit s'emballa, cherchant une preuve, quelque chose qui pourrait confirmer ou infirmer cette histoire délirante. Et puis, je me souvins. « Montrez-moi votre épaule, » dis-je brusquement. Elle me regarda interloquée. « Mon épaule? Pourquoi? » « La gauche, montrez-la-moi, maintenant. » Mon ton ne souffrait aucune contestation. Hésitante, toujours effrayée, elle recula son pull humide, dégageant son épaule gauche.
La peau était pâle, sans défaut. Mon cœur s'effondra de déception et en même temps de soulagement. J'étais fou, j'avais tort. Puis elle bougea légèrement pour mieux tenir le col de son pull et la lumière de la lampe projeta une ombre différente sur sa peau, juste à la limite de son omoplate, presque cachée. Je m'approchai. Mon souffle se coupa. C'était une petite cicatrice, fine et blanche, en forme de croissant de lune. Personne ne pouvait savoir ça. C'était une cicatrice d'enfance. Élise était tombée d'un arbre quand elle avait 8 ans. Une branche l'avait éraflée. Elle détestait cette cicatrice, disait qu'elle était laide. Moi, je l'aimais bien. Je la traçais souvent du bout des doigts quand nous étions au lit. C'était une partie d'elle, une partie secrète, intime. Et cette cicatrice, cette même marque unique au monde, était là, sur l'épaule de cette femme qui se faisait appeler Sarah. Le silence dans la pièce devint lourd, palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. La cicatrice, c'était la clé, le détail impossible qui faisait voler en éclats toutes mes certitudes. Mon esprit tournait à vide, tentant désespérément de connecter des points qui n'appartenaient pas au même dessin. Le bracelet aurait pu être un vol, un hasard macabre. Mais la cicatrice était sa chair, son histoire, l'histoire d'Élise. Sarah, ou qui que soit cette femme, sentit le changement en moi. Elle regarda son épaule, puis mon visage décomposé, et la confusion dans ses yeux s'intensifia. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez ?» Ma femme. Ma voix n'était qu'un murmure rauque. Ma femme avait la même cicatrice, exactement la même, au même endroit. Elle me fixa, son expression se transformant lentement de la peur à une incrédulité mêlée d'une lueur d'espoir fragile. Comme si mes paroles, aussi folles soient-elles, commençaient à résonner avec le vide de sa propre mémoire. « C'est impossible, souffla-t-elle, mais il n'y avait plus de conviction dans sa voix. Je reculai et m'assis lourdement sur le canapé, la tête entre les mains. Tout se bousculait. L'hôpital Saint-Jude, l'accident de voiture, la perte de mémoire, la perte de son bébé, l'arrivée d'Élise à la maternité, la complication postpartum, le médecin m'expliquant gravement que son cœur avait lâché. On m'avait dit qu'elle était morte. Je l'avais pleuré. J'avais commencé les démarches pour ses funérailles. Et si? Et s'il s'était trompé? L'idée était si monstrueuse, si insensée, que je la rejetais d'abord. Les hôpitaux ne font pas ce genre d'erreur, pas en 2023. On n'échange pas des corps, on ne déclare pas les vivants morts. C'était le scénario d'un mauvais film. Pourtant, la femme qui se tenait devant moi portait le bracelet d'Élise et la cicatrice d'Élise. Son corps avait produit du lait au moment précis où ma fille en avait besoin. C'était plus qu'une coïncidence. C'était un cri de l'univers, un signe si flagrant que l'ignorer aurait été un blasphème. Je me levai. Mon esprit était étrangement calme maintenant. Le chaos avait cédé la place à une seule certitude glaciale. Je devais comprendre. « Restez ici », dis-je à Sarah d'un ton qui n'était plus menaçant, mais simplement directif. « Ne bougez pas. » Je montai les escaliers 4 à 4 jusqu'à notre chambre, la chambre qui me paraissait si vide depuis 3 semaines. J'ouvris le tiroir de la table de chevet d'Élise. À l'intérieur, sous une pile de livres qu'elle voulait lire, se trouvait une petite boîte en bois. Je l'ouvris. La bague de fiançailles qu'on m'avait rendue était là, ainsi qu'une enveloppe contenant quelques papiers de l'hôpital. Je saisis l'enveloppe et redescendis. Sarah n'avait pas bougé. Elle était restée debout au milieu de la pièce, l'air complètement perdu, comme si elle attendait un verdict qui allait décider de sa vie. J'ouvris l'enveloppe. Il y avait le certificat de naissance de Lily. Et derrière, une feuille que je n'avais eu la force de regarder que brièvement, le certificat de décès. Je le parcourus des yeux, mon cœur battant la chamade. Nom, Élise Dubois. Cause du décès, embolie amniotique. Heure du décès, 14h32. Tout semblait en ordre. Mais en dessous, il y avait un autre formulaire, un rapport d'incident de l'hôpital, agrafé au dos. Je ne l'avais jamais lu. Dans le choc et le chagrin, je n'avais fait que signer les papiers qu'on me tendait. Je le lis à voix haute, plus pour moi que pour elle. Confusion suite à un accident de la route survenu simultanément à l'étage des urgences. 2 patientes non identifiées admises en état critique. Une patiente, Jane Doe 1, a succombé à ses blessures avant d'avoir pu être formellement identifiée. L'autre, Jane Doe 2, a été stabilisée et transférée en soins intensifs, souffrant d'un traumatisme crânien sévère ayant entraîné une amnésie globale transitoire. Ma voix se brisa. Je levai les yeux vers Sarah. L'accident, dis-je. Il y avait 2 femmes, pas une. L'une d'elles est morte, l'autre a survécu. Un son étranglé s'échappa de la gorge de Sarah. Elle porta une main à sa bouche. Je continuai à lire, les mots se brouillant entre mes larmes.
Erreur administrative dans l'attribution des bracelets d'identification au milieu de l'afflux de victimes. Le bracelet de Madame Élise Dubois, décédée à la maternité au même moment, a été par erreur placé sur Jane Doe 2. Ce n'était pas son bracelet, c'était celui d'une autre femme. Non, attends, mon cerveau s'en mêlait. Je relis la phrase. Le bracelet d'Élise avait été mis sur la survivante de l'accident. Mais alors, ma voix était à peine un souffle. Qui est la femme qui est morte dans l'accident? Et la vérité, terrible et miraculeuse, me frappa avec la force d'un camion. L'hôpital était en état de crise, un accident grave. Une femme décède à la maternité. Dans la confusion, on échange les dossiers, les identités. La femme qui est morte n'était pas Élise, c'était l'autre accidentée. La femme qu'ils ont identifiée comme Sarah à cause de l'étiquette sur son manteau. Et Élise, ma Élise, on l'a crue morte, on me l'a dit. On a préparé un certificat de décès. Mais elle était vivante, amnésique, dans un lit d'hôpital à quelques étages de là, identifiée à tort comme une victime d'accident de la route. Et le bébé qu'elle avait perdu, ce n'était pas le sien. C'était celui de la vraie Sarah, morte dans l'accident. Élise se réveillait en pensant avoir perdu un enfant qu'elle n'avait jamais porté, tandis que sa propre fille, notre Lily, était avec moi, son père, qui la croyait orpheline de mère. Je levai les yeux vers la femme qui se tenait devant moi. Ses cheveux sombres, ses yeux bleus. Ce n'était pas une hallucination, c'était la teinture qu'elle avait faite un mois avant d'accoucher, disant qu'elle voulait changer de tête. Et ses yeux, ils n'étaient pas bleus, c'était un effet de la lumière et de l'épuisement. En y regardant de plus près, sous les larmes, je reconnus la lueur verte, la même que celle qui me regardait chaque matin. Élise? Le nom sortit de mes larmes comme une prière. À cet instant, quelque chose se débloqua dans son regard. Le brouillard sembla se lever. Elle me regarda, puis regarda le portrait au-dessus de la cheminée. Elle regarda ses propres mains, le bracelet. Et puis, elle regarda Lily, endormie paisiblement dans son berceau. Un sanglot profond, venu du plus profond de son être, la secoua. Ce n'était pas un sanglot de tristesse, mais de reconnaissance, de retour. « Marc » murmura-t-elle. Et puis, plus fort, « Marc » Elle s'effondra dans mes bras. Je la serrai contre moi, respirant l'odeur familière de sa peau sous celle de la neige fondue. C'était elle, mon Dieu, c'était elle, vivante. Elle était là. Toutes les pièces du puzzle impossible s'emboîtaient pour former une image incroyable, celle d'un miracle né du chaos et de l'erreur humaine. Elle s'était échappée de l'hôpital, confuse, attirée par une force qu'elle ne comprenait pas, l'instinct maternel qui la guidait à travers la tempête vers son propre enfant. Le lait qu'elle avait, ce n'était pas pour un enfant perdu, c'était pour Lily. Son corps savait, même si sa mémoire avait oublié. Plus tard, une fois le choc initial passé, assis l'un à côté de l'autre devant le feu, Élise tenant enfin sa fille dans ses bras, les larmes coulant silencieusement sur son visage, nous avons reconstitué les derniers détails. Elle avait quitté l'hôpital ce matin-là, dans un état de confusion, sentant obligée de marcher sans savoir où. Elle avait marché des heures, suivant une route au hasard, jusqu'à ce que sa voiture de location tombe en panne, et qu'elle continue à pied, guidée par une lumière dans le blizzard. Notre lumière. Le lendemain, quand la tempête se calma, le monde reprit ses droits. Il y aurait des appels, des avocats, une enquête sur l'hôpital, mais rien de tout cela n'importait. Dans le silence de notre ferme, le monde s'était réaligné. La chaîne brisée de notre famille était ressoudée. J'ai regardé Élise nourrir notre fille, non plus comme une étrangère providentielle, mais comme sa mère. La faim de Lily était apaisée, et la mienne aussi. La faim d'un cœur veuf, le vide béant dans mon âme, tout cela était comblé par la présence improbable et miraculeuse de la femme que j'avais aimée, que j'avais perdue et que j'avais retrouvée au cœur de la plus sombre des tempêtes.